L'été toscan a toujours eu cette douceur trompeuse. Les cigales chantent, les vignes dorent, et la chaleur semble éternelle. Mais en 1974, près de Florence, cette paix estivale s'est brisée dans un cri. Le 21 août, deux jeunes amants, Stefania Pettini et Pasquale Genticor, furent retrouvés morts dans leur voiture, garée dans un champ d'oliviers. Les corps étaient mutilés, la scène méticuleuse. La police parla d'un crime passionnel, d'un acte isolé. Ils se trompaient. Entre 1974 et 1985, 8 couples furent assassinés dans la campagne florentine, souvent dans leur voiture, à la tombée de la nuit. Le tueur frappait toujours de la même manière. Un pistolet Beretta calibre 22, puis un couteau, puis l'homme, surnommé par la presse Il Mostro di Firenze, le monstre de Florence, transforma la Toscane en cauchemar. Les collines romantiques devinrent un cimetière. Les couples cessaient de se rencontrer dans leur voiture. La peur s'infiltra jusque dans les ruelles de Florence, la ville des arts et des amours, désormais marquée par la terreur. Le monstre ne tuait pas au hasard. Ses victimes étaient presque toujours des jeunes couples, amoureux, clandestins, cherchant un peu d'intimité dans la campagne. Après les tirs, il s'approchait, achevait les victimes, puis opérait sur les corps avec un calme clinique. Dans plusieurs cas, il mutilait les organes sexuels des femmes, les emportant comme des trophées. Cette précision, cette froideur, évoquaient un rituel, pas un simple meurtre. Les policiers découvrirent que les balles provenaient toutes du même pistolet Beretta, utilisé sur plus d'une décennie. Un seul homme, ou plusieurs, semblaient liés par une obsession commune, la punition de la chair, la haine de la passion. Les Toscans commencèrent à chuchoter. Il n'y a pas qu'un monstre, il y a un culte. Les prêtres parlaient de Satan. Les psychanalystes évoquaient la frustration et la folie sexuelle. Mais personne ne pouvait expliquer comment un tueur aussi précis, aussi méthodique, avait pu agir pendant 11 ans sans être arrêté. Les enquêteurs dressèrent un profil. Homme italien, entre 35 et 50 ans. Intelligent, solitaire, probablement originaire de la région. Connaissances balistiques et anatomiques. Une double vie. Le travailleur discret le jour, le chasseur la nuit. Mais la Toscane est un labyrinthe de villages, d'ombres et de secrets. Chaque maison cache une rumeur, chaque regard une peur. Les psychiatres qui étudièrent le cas parlèrent d'un tueur obsessionnel de la sexualité, un homme animé par la honte, peut-être témoin d'un adultère dans sa jeunesse. Ces crimes, répétitifs, traduisaient une compulsion, rejouaient sans fin le même acte punitif, comme s'il cherchait à purifier ce qu'il considérait impur. Pendant ce temps, la presse italienne nourrissait la panique. Les unes des journaux alternaient entre fascination et hystérie. Le diable vit parmi nous. Le monstre frappe encore. Le peuple, lui, cessait d'aller dans les collines. Les amoureux restaient chez eux. La Toscane, symbole de passion, devint une terre de chasteté forcée. L'enquête fut un désastre digne d'un roman noir. Des centaines de suspects, des fausses pistes, des arrestations spectaculaires, et toujours aucun coupable définitif. En 1984, la police arrêta Pietro Pacciani, un paysan rustre au passé violent. Condamné pour viol dans sa jeunesse, vivant seul, il semblait correspondre au profil. Des balles furent trouvées sur sa propriété. Les médias le désignèrent immédiatement. C'est lui. Mais les preuves étaient minces, souvent circonstancielles. Le procès, en 1994, devint un cirque médiatique. Pacciani fut condamné, puis acquitté en appel. Avant un nouveau procès, il mourut d'une crise cardiaque suspecte. Les enquêteurs se tournèrent alors vers les amis de Pacciani, un groupe d'hommes soupçonnés d'avoir agi ensemble dans un cercle satanique. Mais là encore, les preuves s'effondrèrent. Les témoignages se contredisaient, les informateurs se rétractaient. En toile de fond, la police italienne révélait sa corruption, ses rivalités internes et l'ombre des services secrets. Certains journalistes affirmèrent que le monstre avait été protégé, un membre de la haute société ou un professionnel de la médecine. Le chaos judiciaire ne fit qu'alimenter la légende. Aucune affaire italienne n'a suscité autant de théories. Certains parlent d'un seul tueur, d'autres
d'un réseau organisé, une secte des collines, composée d'hommes puissants commandant des meurtres pour obtenir des reliques sexuelles. Les mutilations, selon eux, servaient à des rituels occultes. Des magistrats comme Mario Spezi et des écrivains comme Douglas Preston, auteurs de The Monster of Florence, ont accusé la justice italienne de s'avoir inventé des coupables pour masquer son incompétence. Leur enquête révéla des documents, des contradictions et une vérité troublante. Des éléments du dossier avaient disparu, des preuves détruites, des témoins intimidés. Dans cette brume bureaucratique, le monstre s'est dissous, pas arrêté, pas mort, juste effacé. Les meurtres cessèrent après 1985, mais aucune preuve formelle n'a jamais désigné un responsable unique. Et l'Italie, fascinée par ces monstres, en fit une figure mythique. Le symbole de la folie caché derrière la beauté. Aujourd'hui encore, le nom du monstre de Florence glace le sang. Les jeunes Toscans connaissent ces histoires par leurs grands-parents. Ne va pas dans les collines après la tombée du jour. Les cinéastes, les auteurs, les criminologues continuent d'explorer l'affaire. Pour les uns, il s'agit d'un simple tueur solitaire. Pour d'autres, d'un complot impliquant médecins, politiciens ou membres du Vatican. Mais la vérité la plus glaçante et peut-être la plus simple, le monstre a su incarner la peur primitive une société catholique face au désir et au sexe. Ses victimes furent des couples, des amoureux. Il a tué la passion même. Le procureur Paolo Canessa a dit un jour, « Le monstre ne voulait pas de la mort, il voulait la honte. » C'est pourquoi, même des décennies plus tard, la Toscane reste divisée entre la beauté de ses collines et les cicatrices de ses crimes. Et dans le silence doré des oliviers, la rumeur murmure encore. Le monstre n'a jamais été arrêté.